bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain. Je suis à la bourre au niveau de mes lectures, du coup j'ai décidé de faire un peu comme tout le monde parce que ces temps-ci, ces dernières semaines fleurissent sur YouTube le Mid-Year Freakout Book Tag que j'ai également fait l'année dernière et qui sert en fait à dresser un bilan de la moitié de l'année en termes de lecture, etc. Donc je l'avais déjà fait l'année dernière. Je ne suis pas persuadée que tout soit bien calé au niveau des 6 derniers mois, mais à peu de choses près, c'est ce que je ressens au fond de mon petit cœur de lectrice. Donc c'est parti pour le Mid-Year Freakout Book Tag. Je ne sais pas du tout d'où vient ce tag. Si je le retrouve, l'origine, je vais le mettre en barre d'informations. Mais je crois que je ne le savais déjà pas l'année dernière. Donc voilà. On va commencer par le meilleur livre lu depuis le début 2024. Donc ça va être, sans peut-être grande surprise, La Lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne. Alors la particularité de La Lettre écarlate, c'est un des premiers romans américains qui a été écrit par Nathaniel Hawthorne au 19e siècle. 1850, un truc comme ça, et l'action se passe 200 ans plus tôt, le cœur de l'action étant à peu près situé aux alentours de Salem. La particularité, c'est que Nathaniel Hawthorne, il est un descendant des Hawthorne, je ne sais pas comment on le prononce, mais sans le W, qui était une des familles en fait mise en cause, entre guillemets, au niveau des procès de sorcières de Salem. Et de ce que j'ai entendu au niveau des divers documentaires que j'ai pu voir ou articles, c'est que en gros, le procès des sorcières de Salem, c'est juste deux familles qui se pouillent la tronche pour avoir le plus de terre possible. Et étonnamment, dis donc, ceux qui ont brûlé, c'était les adversaires. C'est ballot. Donc il y a une famille qui s'est enrichie et une famille qui s'est fait pouiller la tronche. Et donc Nathaniel Hawthorne, c'est un descendant d'une de ces familles-là qui s'est enrichi. Et il est tellement en fait pas très fier d'être descendant de cette famille qu'il a décidé de se rajouter un W pour ne plus être trop affilié à ces personnes-là. Et donc il est profondément contre le puritanisme et l'histoire de la lettre écarlate, c'est celle de Esther Prynne, une jeune femme qui a été mariée à un homme plus âgé, qui pendant que cet homme-là, donc ils font partie des premiers américains qui construisent des villes et compagnie à l'est de l'Amérique, dans des conditions de vie qui ne sont pas évidentes du tout. Et cette jeune femme qui est une beauté, elle est vraiment décrite comme quelqu'un de très beau. Elle a eu un enfant alors que son mari avait disparu depuis de longs mois, voire même 2-3 ans, et que donc la petite qui est née, elle n'est pas venue livrée par une cigogne, donc ça veut dire qu'elle a fauté et qu'elle a commis le péché d'adultère. Elle est donc, en fait, dès que la grossesse a été révélée, elle a été emprisonnée. La petite est née en prison et aux 3 mois à peu près de la naissance de la petite, qui s'appelle Pearl, il me semble, Esther est libérée de sa prison, mais elle est condamnée en fait à porter à vie sur sa robe une lettre rouge, donc une lettre écarlate, qui signifie adultère, un A comme adultère. Et si vous voulez, elle assume complètement cet adultère, chose que le père, qui est peut-être éventuellement dans le paysage, n'assume pas du tout. Et elle porte toute seule le poids de la honte en fait, que la société lui fait porter sur les épaules. Et jamais elle ne révélera l'identité du père. Le mari revient. C'est un homme qui a passé plusieurs années auprès des Indiens, qui sont nommés comme ça. Donc il était un peu dans le milieu entre guillemets sauvage, pas dans les villes, quoi, en pleine nature. Et il revient au moment où Esther est sur la place, sur l'estrade du pilori. Donc elle n'est pas mise sur le pilori, hein. Elle est juste exposée sur l'estrade, mais elle n'est pas dans le pilori. Et cet homme-là, en fait, il décide de
son mari décide de garder son identité secrète parce que ça fait un moment qu'il est parti, donc plus personne ne le reconnaît parce qu'il a changé. Et il décide de ne pas nuire à Esther ni à la petite, mais il décide de nuire à l'homme qui a quelque part fait commettre le péché d'adultère à Esther. Donc c'est une histoire de rédemption, c'est une histoire de vengeance, c'est le poids du puritanisme sur une femme qui a juste couché avec un autre homme alors que son mari était vraiment réputé mort. Ça veut dire il a disparu depuis tellement longtemps que c'est possible qu'il soit quelque part avec une flèche dans le dos ou qu'il se soit fait bouffer par une bestiole. Et c'est vraiment un livre qui m'a fait apprécier un personnage que je détestais. J'ai eu de l'empathie pour pour un personnage que j'ai détesté profondément par rapport à aux décisions qu'il a prises et aux décisions que ce personnage-là, sa lâcheté en fait. J'ai pas supporté ces traits-là chez ce personnage-là, je l'ai détesté et son histoire en fait m'a fait complètement me chambouler toutes mes émotions par rapport à lui. Et c'est pas évident, parce que moi je suis une sacrée tête de mule, mais à la fois je suis ouverte d'esprit. Mais c'est extrêmement bien écrit. Si vous voulez le tenter, la version que j'ai, c'est avec un prologue que j'ai trouvé très honnêtement très long à lire, mais qui est intéressant parce qu'il précise en fait d'où vient la lettre écarlate, comment l'idée lui est venue, les liens qu'il avait à cette famille au procès de Salem, etc. Et un peu le processus d'écriture également. Mais je l'ai trouvé très long, donc ne vous arrêtez pas au prologue, s'il vous saoule, passez directement au premier chapitre et laissez-vous emporter. Alors, ensuite, nous avons la meilleure suite lue depuis le début 2024. Je vais parler évidemment de L'hiver de la sorcière de Catherine Arden. Je ne sais plus exactement chez qui c'était, peut-être Pocket. J'ai une flemme absolue d'aller chercher les bouquins, donc je vous mettrai je vous mettrai la couverture quelque part autour de moi, comme pour la lettre écarlate. L'hiver de la sorcière, c'est le dernier tome de la trilogie d'une nuit d'hiver, où donc le premier c'était L'ours et le rossignol, La fille dans la tour et L'hiver de la sorcière. On suit dans le premier livre L'ours et le rossignol, on suit Vassia de sa petite enfance quand elle a 5-6 ans jusqu'à on va dire son adolescence, ses débuts dans la vie d'adulte. On est dans la Russe médiévale, je crois qu'on est au XIIIe ou XIVe siècle. On est vraiment quelque part où ça caille à mort, des gens meurent de froid, des gens meurent de faim. C'est des conditions de vie qui sont terribles. Et la jeune Vassia, c'est la fille d'un boyard, donc c'est un seigneur local, et elle a le pouvoir, comme d'autres personnes de sa famille, de voir et de pouvoir interagir avec les esprits du foyer, de la nature, voire même avec Gel ou Morosco, le démon de l'hiver. On l'appelle démon de l'hiver parce qu'il y a aussi la religion chrétienne orthodoxe qui est arrivée et qui diabolise tout ce qui est entre guillemets petit peuple folklorique et des figures plus importantes comme Morosco qui est le dieu de l'hiver, un dieu ancien qui n'est puissant que pendant l'hiver et qui est très faible pendant l'été, voire même inexistant. Il y a une espèce de lutte du coup entre cette religion qui commence à bien s'implanter et les petits gens dans les campagnes qui essaient de poursuivre leur culte. Donc il y a déjà une opposition entre ces deux choses-là, et il y a aussi une guerre qui se prépare, au moins des conflits, entre les Russes, donc c'est la Grande Russe de Kiev, il me semble, et les Tatars qui, si j'ai bien compris, c'est possible que je me trompe, parce que j'ai pas vérifié, mais il me semble que les Tatars sont des ancêtres des Mongols, donc des personnes qui vont sur des petits chevaux faire des raids très rapides, massacrer un petit peu à tour de bras, et qui font tellement peur en fait que les populations locales leur versent un tribut, enfin de l'argent, des rançons pour éviter de se faire pouiller la tronche.
Et il y a aussi du coup cette jeune fille Vassia qui va avoir de plus en plus d'interactions avec le petit peuple, qui va prendre part à cette guerre du côté évidemment du côté des siens, donc de la Russe, et puis c'est la fille d'un seigneur quand même, c'est pas non plus, c'est pas une paysanne entre guillemets. Il y a plein de thématiques qui traversent en fait cette histoire-là, comme la place de la femme, parce que Vassia, elle n'est pas du tout à la place qu'on attend d'elle. Parce qu'une jeune fille, en fait, ça doit rêver d'être belle, de mettre de jolies robes et de rêver à son mariage, et pas aller crapahuter dans la forêt à cheval et faire des sacrifices aux domovoi ou aux banniques ou aux autres esprits du foyer ou de la nature. Et Vassia, elle est tellement pas à la place qu'on attend d'elle qu'elle va se faire une autre place qui lui est bien plus confortable. Enfin, confortable, on va dire que ça devient sa place, mais c'est une place qu'elle doit défendre bec et ongle. Et Vassia, c'est quand même un personnage qui va beaucoup souffrir, elle va pas mal subir, mais elle a un caractère, un courage de fou, une témérité même, elle écoute personne, entre guillemets. Mais parce que quelque part, elle a raison. Elle a raison. Elle a raison parce que elle va avoir une place dans la fameuse guerre contre les Tatars, qui n'est pas la place d'une femme traditionnelle dans cet univers-là, mais c'est une place qu'elle va prendre et elle aura sa place pour défendre son pays. Je vous conseille très fort cette trilogie. Ce sont des livres qui sont assez courts, ils doivent faire un petit peu moins de 400 pages. Les couvertures sont sublimes, de Aurélien Polis, je m'en souviens, je vérifierai. Et la langue est très belle, ça correspond beaucoup en fait à l'image que je me fais de tout l'aspect un peu folklorique, petit peuple, etc. Même si je ne suis pas du tout une grande connaisseuse de la Russie. On sent que c'est très documenté. Catherine Ardan, elle a vécu en Russie, elle a fait des études là-bas, elle a enseigné, il me semble, aussi là-bas. C'est vraiment top. Essayez, franchement, essayez, c'est vraiment top. Ça finit... Oh, j'ai chialé. J'ai chialé. Ensuite, une sortie de cette année que je n'ai pas encore lue, mais qui me tente beaucoup. Alors, je vais vous parler des Dieux de jade et d'obsidienne, il me semble. C'est le 3e livre de Silvia Moreno Garcia. Silvia Moreno Garcia, j'ai lu uniquement pour le moment Mexican Gothic, que j'ai vraiment aimé, qui a frôlé un coup de cœur. Je trouvais juste que la fin, elle était un petit peu en demi-teinte à mon goût, à mes yeux. Elle a également écrit La fille du docteur Moreau, que je n'ai pas lu non plus, mais c'est prévu, et Les Dieux de jade et d'obsidienne. On est, il me semble, dans les années 20, au Mexique très probablement. Et il me semble qu'il y a une émergence des anciens dieux, peut-être aztèques, j'ai peut-être des bêtises. Alors je vous lis ce que je trouve sur Booknode. Un sombre conte de fées inspiré par le folklore mexicain. L'autrice de Mexican Gothic nous offre un récit envoûtant qui aborde les thèmes de l'identité, de la liberté et de l'amour et qui ne ressemble à rien de ce que vous avez pu lire. Finaliste du prix Nebula, sélectionné parmi les meilleurs livres de l'année par NPR, je ne sais pas ce que c'est. Mexique dans les années 20, le Jazz Age bat son plein, mais Cassiopeia Thun, je ne sais pas comment ça se dit, est trop occupée à récurer les sols de la maison de son richissime grand-père pour répondre à son appel. Elle rêve pourtant d'une vie loin de sa petite ville du sud du Mexique, une vie dont elle serait maîtresse. Cet avenir semble aussi inaccessible que les étoiles jusqu'au jour où elle découvre un mystérieux coffre en bois dans la chambre de son grand-père. C'est ainsi qu'elle libère bien malgré elle l'esprit d'un dieu de la mort, Maya. Donc Maya et pas aztèque. Je confonds Maya et aztèque. Je sais que c'est pas les mêmes périodes ni les mêmes endroits, mais je confonds. Un dieu qui lui demande de l'aider à récupérer le trône qui lui a été volé par son traître de frère. Un échec signifierait la mort, mais réussir permettrait à Cassiopeia de réaliser tous ses rêves. En compagnie de ce dieu étrangement séduisant et usant de son esprit aiguisé, Cassiopeia se lance dans un périple à travers son pays, des jungles du Yucatan
aux lumières éblouissantes de Mexico, en passant par les noires profondeurs du monde des morts mayas. On parle de super dialogue, d'un univers à couper le souffle, une prose lyrique et une magnifique histoire d'amour qui s'épanouit peu à peu en chanteur dit Library Journal. Apparemment, il y a aussi des notions d'histoire avec un grand H. Donc, est-ce que c'est juste, entre guillemets, l'histoire du jazz, etc. Et c'est chez Brajlon avec cette très très belle couverture que je vous mets par là. Celui-là, je suis à 2 doigts de valider mon panier. Hein, c'est pour vous dire. Une sortie de la seconde partie de l'année qui me tente beaucoup. Je pense que Catherine Arden, Silvia Moreno Garcia, ce sont des autrices que je vais continuer à suivre et je vais probablement très rapidement lire leurs autres écrits, comme pour Madeline Miller par exemple avec Circé, et j'ai lu Galatea mais je vous en ai pas encore parlé, et Le Chant d'Achille que je n'ai pas lu encore. Donc ça, c'est des autrices que je vais suivre peut-être pas tout de suite, mais assez rapidement. Et je suis également Christelle Dabos, qui est l'autrice de La Passe Miroir, donc une quadrilogie de fantasy un peu avec des touches de steampunk, je trouve, qui a remporté le prix du premier roman jeunesse, un truc comme ça, de chez Gallimard, je vérifierai. Et comme je la suis sur les réseaux sociaux, elle a annoncé la sortie d'un nouveau livre, après Ici et seulement ici, et L'imagination prend feu, qui parle de l'écriture. C'est Nous, N-O-U-S, écrit en majuscule. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, mais je sais que je vais le lire, parce que c'est Christelle Dabos, parce que c'est une écriture qui me touche vraiment beaucoup, et des thématiques aussi, et que c'est l'autrice de La Passe Miroir. Je ne peux pas passer à côté. Alors, ma plus grosse déception depuis le début 2024. Donc, il a fallu que je cherche quand même, parce que je ne sais plus si je l'ai lu en 2024, mais par exemple, le Colleen Hoover, j'avais pas vraiment d'attente pour lire Jamais plus et À tout jamais. Ce qui fait que, bon, je pensais pas que j'allais y réagir aussi mal que ça, mais pour moi, c'était pas une déception parce que je me disais que ça allait pas forcément me plaire. Donc, quelque part, j'ai pas été surprise. Là où par contre j'avais un peu plus d'attente, c'était un petit peu plus, c'était Les pilleurs de sarcophages d'Odile Wohlers. Donc c'est un livre que j'ai lu, c'est un livre jeunesse à partir de 8 ans de mémoire, où on suit un gamin qui va en fait protéger le tombeau d'un ancien pharaon qui est mort plutôt récemment. 2 pilleurs de sarcophage qui souhaitent en fait voler les richesses de cette tombe-là pour monter une armée et se battre contre le pouvoir en place. Et on est quand même dans un roman jeunesse, 8 ans, donc c'était quelque chose de léger, on va dire, en termes de scénario, de construction de l'histoire, des personnages, des relations, etc. C'était bien documenté, là-dessus pas de souci. Mais j'en attendais un petit peu plus au final, parce que c'est pas forcément le livre en lui-même qui m'a créé une attente, mais c'est le fait de commencer à le lire. Là, je me suis dit, ah, ça va être super. En fait, j'ai vraiment accroché, et à un moment, je me suis sentie sortir les rames parce que j'ai eu un peu plus de difficulté à le lire. C'est pas non plus un mauvais livre, mais et je pense que j'avais des attentes par rapport à cette autrice, parce que c'est une autrice qui a écrit aussi un livre que j'ai toujours dans ma palle, qui est sur Théodora, un personnage historique que j'aime bien et sur lequel je souhaiterais écrire. Je ne sais plus comment s'appelle le bouquin, je vous le mettrai quelque part autour de moi. Et je ne l'ai pas lu encore, et j'avais du coup des attentes par rapport à ça. Mais bon, après, c'est pas non plus une déception. J'ai pas été me rouler en boule au fond de mon lit à pleurer parce que j'étais extrêmement déçue. C'était une petite déception. On va dire que au fil de la lecture, j'ai commencé à avoir plus d'attentes et pouf, c'est un peu retombé comme un soufflet. C'est pas grave, ça arrive. Ensuite, nous avons ma plus grosse surprise depuis le début 2024. C'est Le lac aux îles enchantées de William Morris, que je mets quelque part autour de moi. On est sur l'écrit d'un homme du 19e siècle, fin 19e il me semble, qui idéalise en fait une espèce de Moyen-Âge romancé qui est tout beau, les personnages sont
très valorisée, enfin son héroïne évidemment, et la majorité des personnages qui sont du bon côté de la force, alors que les méchants sont très méchants. Il n'empêche qu'il y a quand même... les méchants sont très méchants, mais c'est pas aussi simple que ça, c'est pas si blanc et si noir que ça. Donc le lac aux îles Enchantées, on suit l'histoire de Petite Grive, je surkiffe ce petit nom, c'est trop mignon, qui est une petite fille qui a été enlevée par une sorcière qui habite à la lisière d'un village, après une forêt, donc au niveau du lac aux îles Enchantées. C'est une sorcière qui a la particularité de pouvoir, quand elle va dans les villages auprès des humains, elle est humaine il me semble, elle peut changer d'apparence et avoir une apparence en fait qui les rassure parce qu'elle est belle. Alors que, donc là on a un truc qui est les gentils ils sont beaux et les méchants ils sont pas beaux. Donc on est vraiment dans le conte, il y a une très très forte inspiration du conte et du merveilleux. Et donc cette méchante sorcière, quand elle est pas gentille et qu'elle est juste avec Petite Grive, qu'elle a enlevé bébé, qu'elle va élever un peu comme sa fille mais pour en faire son esclave, elle a sa propre apparence. Et on va dire que son physique reflète le côté méchant, mauvais qu'il y a en elle. Et on reste sur quelque chose de très piou-piou, les petits oiseaux qui parlent et compagnie, enfin les petits oiseaux qui chantent, la nature est belle, etc. Et Petite Grive, dès qu'elle rencontre des gens veulent l'aider parce que, vous comprenez, elle est tellement belle. Donc un côté ultra idéalisé comme ça, avec une grosse esthétique médiévale, mais un médiéval très, très, très imaginé, William Morris, c'est un mec, enfin c'est un auteur plutôt prolifique, il a quand même fait pas mal de choses. Il a notamment traduit des ouvrages médiévaux, ce qui fait que, du vieil anglais à l'anglais moderne, si c'est des bons termes. Et on sent en fait qu'il y a une culture derrière, on sent qu'il y a une inspiration arthurienne, on sent qu'il y a une inspiration des romans saxons. Je crois qu'il a aussi traduit des auteurs islandais de saga, donc les vikings entre guillemets. Et c'était une vraie bonne surprise. C'est un ouvrage en fait où j'ai choisi de prendre mon temps pour le lire parce que c'est pas un bouquin qui va être page turner entre guillemets. Et j'ai très hâte du coup de lire la suite, enfin pas la suite, mais un autre de ses livres qui est La source au bout du monde. Je crois que c'est son livre le plus connu. Ce sont deux bouquins qui ont obtenu une bourse du CNL, c'est le Centre National du Livre sans doute, pour la traduction. C'est aux Forges du Vulcain, c'est un très, très beau travail éditorial. Et je vais vraiment regarder en fait de plus près ce que William Morris a fait parce que il a inspiré notamment Tolkien, il a inspiré il me semble aussi Ted Williams, C.S. Lewis. J'ai envie de jeter un œil à ce qu'il a fait d'autre. Ça sera sans doute toujours aussi très beau, très mignon, très courtois, etc. Mais j'ai envie. Et pourtant, Petite Grive, c'est une héroïne qui... c'est pas la demoiselle en détresse traditionnelle qu'il peut y avoir dans les contes, etc. Petite Grive, elle met la main à la pâte, elle se débrouille, elle peut essayer de se battre. Elle va pas forcément réussir à se battre avec une arme blanche contre un chevalier qui est entraîné, évidemment, personne ne le ferait, mais il y avait un côté vraiment féministe, mais féministe qui date de l'ère victorienne, ère dans laquelle William Morris a vécu. Donc vous voyez, il faut vraiment se mettre dans la peau de l'auteur de l'époque, qui rêve comme un fou sur tout ce contenu médiéval. Je zappe. Ensuite, une nouvelle auteure préférée ou autrice préférée, pour moi c'est Catherine Arden. J'ai vraiment senti dès les premiers chapitres de L'Ours et le Rossignol, dans le premier bouquin de la trilogie du Nuit d'hiver, que c'est une trilogie qui allait me marquer. Et s'est transformée avec la suite, donc la fille dans la tour et L'hiver de la sorcière. Catherine Arden, je vais la suivre, ça c'est sûr et certain. Je sais qu'elle a écrit pas mal de bouquins jeunesse, je suis pas sûre que je vais jeter un œil. Je crois qu'il y en a certains qui ont été traduits, j'en suis pas certaine. Mais
Catherine Arden, je vais suivre. Nouveau crush fictionnel, on va rester chez Catherine Arden avec évidemment Morosco, le démon de l'hiver qui va être un peu le love interest de Vassia. Mais c'est un slow burn de la mort qui tue parce que c'est un slow burn qui court sur toute la trilogie. Puis rappelez-vous au premier bouquin, Vassia c'est une petite fille, ensuite une adolescente, ensuite une jeune adulte. Donc le côté jeune adulte, on va dire, c'est à partir de la moitié du premier livre sans doute jusqu'au troisième. Et le truc que j'ai vraiment aimé là-dedans, c'est que par rapport à ces personnages, Morosco c'est le démon de l'hiver, enfin c'est l'hiver personnifié on va dire, c'est une espèce de dieu ancien, ou les banniques, etc., tout le petit peuple. On n'est pas dans une espèce de collage de l'humain, mais un petit peu à paillettes ou avec des ailes merveilleuses. On est vraiment sur une tout à fait autre espèce qu'humaine, qui a des pouvoirs et qui... on est vraiment... On n'est pas du tout chez Acotar et un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas où en gros c'est que toutes les cours de la nuit, etc., c'est juste des humains avec des ailes. Hein. On est dans autre chose. Ils n'ont pas la même manière de réfléchir, ils n'ont pas la même manière de vivre. Ce sont des créatures qui sont immortelles, mais qui peuvent peut-être avoir une fin parce qu'elles peuvent être oubliées et cesser d'exister. Mais et Morosco devient humain. Quelque chose se produit en côtoyant Vassia. Faut vraiment lire la trilogie Nuit d'hiver. Un nouveau personnage préféré, moi c'est ma petite femme courage qui est Esther Prynne de La Lettre écarlate, qui subit toute la foudre de sa communauté, qui la montre du doigt constamment et montre cette pauvre gamine du doigt aussi. C'est une maman, c'est une mère courage qui va, elle, s'effacer complètement, effacer sa beauté dans des vêtements qui vont la cacher. Elle va cacher ses cheveux, porter un voile comme à l'époque, un peu comme les veuves, il me semble. Mais elle va tout donner pour que sa gamine soit la plus jolie, sa gamine un peu décrite comme une enfant fée qui est très libre, etc. C'est une femme qui va supporter le regard dévastateur, le regard critique sur elle, sur son péché personnifié par sa fille, donc son péché d'adultère, et qui va quand même aider sa communauté, alors que moi, honnêtement, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais pris ma gamine sous le bras et je me serais cassée de cette ville de cons. Mais elle va rester jusqu'au bout et elle va rester là et avoir une place dans cette communauté, une place qu'elle va gagner, mais à la sueur de son front. J'adore ce personnage. Ce personnage m'a bouleversée. Un livre qui m'a fait pleurer. C'est pas le seul, mais j'avais quand même envie de le citer. C'est Jamais plus de Colleen Hoover. Je pense que j'ai rarement été rendue, je me suis rarement mis dans des étapes pareilles par rapport à J'aimais plus de Colleen Hoover, qui aborde les questions des violences conjugales, où on suit en fait une nana, Lily, qui finit par rencontrer le bel homme puissant, qui est neurochirurgien, qui va l'épouser, etc. Sauf que c'est un homme qui est très jaloux, c'est un homme qui va un peu se méfier d'une histoire passée de Lily, parce que Lily, elle n'est pas née quand elle l'a rencontrée et quand elle lui a dit oui à Las Vegas. Lily, elle a eu des histoires avant, et notamment une histoire avec Atlas, un gamin SDF qui squattait une maison à côté de chez elle, qu'elle a aidé, et ils se sont rencontrés. Elle avait 15-16 ans, lui il était vers les 17-18 ans, et cette histoire s'est terminée pour une raison ou une autre, et Lily rencontre du coup Ryle, ils tombent amoureux tous les deux, ils s'aiment, ils se marient, mais Ryle
il a la main leste. Il est violent, C'est noir sur blanc dit dans le livre que Ryle, il souffre de blanc, entre guillemets, quand il est en colère. À un moment, il pète les plombs, il n'est plus lui-même. Et il tabasse Lily, il n'y a pas d'autres termes. Et Ryle, avec tout ce qui va lui faire subir en termes de violence physique, psychologique, la terreur qu'elle va ressentir à ses côtés, Ryle ne va jamais être puni. Il ne va rien subir d'autre qu'un divorce et que de devoir s'organiser pour la garde de leur fille. Et je trouve que c'est scandaleux. Parce que qui c'est qui lit ça? C'est les gamines là, qui sont sur TikTok, là, qui ont 13-14 ans, qui sont au collège. Donc moi je suis désolée, à un moment, il faut juste, au niveau des auteurs et des maisons d'édition et des personnes qui promeuvent ces livres-là, à un moment, moi j'en appelle un peu à la responsabilité des gens. Et ce bouquin-là, ne le lisez pas si vous êtes jeune, parce que ça normalise une relation amoureuse qui est pourrie, et que c'est une jeune femme elle est assez attachante, hein, Lily, c'est pas de sa faute, hein. Mais je sais pas ce qu'elle a voulu faire Colleen Hoover, mais à un moment ça va pas, hein. Surtout que c'est une nana qui a été à la place entre guillemets de sa mère a subi des violences conjugales. Donc, je ne comprends pas comment elle peut sortir ça en ayant vécu ça en tant qu'enfant, en ayant vu son père foutre sur la gueule à sa mère. Je ne comprends pas comment elle peut sortir jamais plus. Bref, vous faites comme vous voulez, vous le lisez pas. Je vous le déconseille fortement si vous êtes dans cette situation-là. Faites-vous aider. Il y a des professionnels, il y a des moyens de vous protéger. Pour moi, ne le lisez pas, honnêtement. Un livre qui m'a rendue heureuse. On va changer d'émotion. On va passer à l'heureux. Au bonheur. Bonheur, c'est Zora l'insoumise de Michel Lédier. C'est aussi un livre que j'avais lu pendant un 7 jours, 7 livres qui avait duré 2 mois, je crois, où je parlais de livres jeunesse, c'était plutôt jeunesse et adolescence. Et Zora l'insoumise, c'est une gamine qui a été plus ou moins achetée entre guillemets par une famille, un couple binational où l'homme est français, la femme est marocaine. Et c'est une gamine, Zora, qui vivait dans les monts de l'Atlas sans doute, qui a été plus ou moins vendue par sa famille pour être un peu leur petite servante, et qui va devenir littéralement une esclave. Elle va subir des maltraitances, pareil, exactement, elle va réussir à s'enfuir. Au bout d'un moment, elle va réussir à fuguer, et ça va tellement apporter un petit peu l'attention sur cette famille-là, sur ce qu'ils font, que pour se protéger, ce couple qui a quand même récupéré une gamine en promettant à la famille, oui, on va la scolariser, que chi. Elle servait à faire le ménage et à garder les gosses à 14 ans. Et pour se protéger et pour pas qu'ils aient d'ennuis avec la justice, ils vont renvoyer Zora dans sa famille. C'est la honte quand elle revient dans sa famille. Et si vous voulez, moi ça m'a fait vachement penser au parcours de Waris Dirié, Fleur du désert. Je vais vous mettre le lien. Donc c'est Zora l'insoumise, c'est un livre pour enfants, donc c'est un livre qui bouleverse quand même un petit peu. Mais pareil, là, c'est un petit personnage de gamine qui lâche rien et qui fonce. J'ai vraiment kiffé, moi, ce personnage-là. Ça m'a rendue heureuse parce que c'est un très bon exemple à montrer à des enfants ou des adolescents qui vont lire son histoire. Et plus que le bouquin de Colleen Hoover. Le plus beau livre que j'ai acheté ou reçu depuis le début 2024, c'est un achat très récent. C'est mon premier Jaspé que j'ai pris d'occasion parce qu'il ne faut pas déconner. Après je suis mauvaise langue. C'est La nuit où les étoiles se sont éteintes de Nin Gorman et Marie Aligno. Finn pourra-t-il se sauver de lui-même?
J'aimerais lui rétorquer que les étoiles s'éteignent et que quand c'est le cas, elles détruisent tout sur leur passage. J'aimerais lui dire que parfois, c'est comme ça que je me sens, comme une supernova sur le point de se transformer en trou noir. Depuis que sa mère est en prison, Finn pense ne jamais pouvoir remonter la pente. Il se laisse sombrer et tente de s'oublier entre les bras des filles. Mais la vie prend parfois des tournants inattendus. Certaines rencontres éclairent sa route comme des lumières dans la nuit. Plus sombre est le chaos, plus belle sera l'étoile. Je ne peux pas vous dire combien il coûtait de base parce que c'est un livre que j'ai acheté à 3,50 €. Comme souvent chez Auchan, c'est mon dealer de livres d'occasion. Je le trouve joli. Franchement, je le trouve joli. Il est assez discret, il n'est pas clinquant comme les trucs là où il faut porter des lunettes de soleil, où je suis pas très fan moi personnellement. C'est un livre pour adolescents à partir de 16 ans. Je crois qu'il y avait des trigger warnings, je revérifierai. Il va passer en book haul, mais dans très longtemps, parce que comme j'achète beaucoup plus de livres que j'ai le temps de les lire, je crois que j'ai 13 ou 14 book haul d'avance. Et je ne vais pas vous les diffuser sur 2-3 mois parce que... Et enfin, le livre que j'ai besoin de lire avant la fin de l'année 2024. Eh bien, j'ai pris une décision. Je vais recommencer à lire Le Trône de Fer. Je vais commencer par les 5 bouquins du Trône de Fer de George R.R. Martin. Je vais sans doute lire après Feu et Sang, Feu et Dragon, oui. Les nouvelles, etc. Et je vais créer du contenu par rapport à ça. Le Trône de Fer en énorme, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais en énorme résumé, c'est l'histoire de la famille Stark qui, au tout début, est contrainte de rejoindre Port-Réal, qui est la capitale des 7 couronnes, où le roi Robert Baratheon choisit Ned Stark, qui est un seigneur suzerain, comme main du roi, c'est-à-dire Premier ministre en gros, et ça va un petit peu exploser leur famille. En parallèle, nous avons un monde où la magie existe, mais il n'y en a plus trop. Les dragons, ils existaient il y a très longtemps, peut-être qu'à un moment ils vont revenir aussi. Et il y a un énorme mur au nord du pays qui est là depuis des milliers d'années. On ne sait plus trop pourquoi. Il y a des contes qui disent que autrefois, au-delà du mur, il y a très longtemps, il y avait d'autres créatures. Certaines étaient hostiles, certaines ne l'étaient pas. Et bref, c'est l'émergence de toute cette magie, ces contes et tout ça qui vont prendre vie. Parce que la magie va être de retour. C'est une série de livres qui est avec une multiplicité de points de vue. Donc il faut vraiment suivre, en gros. Si vous avez du mal à suivre les points de vue, je vous conseille de regarder la série télé consacrée au Trône de Fer. Il y a diffusé ces temps-ci, il y a House of the Dragon, House of the Dragon, la saison 2 qui a commencé à être diffusée, que je suis aussi évidemment. Et c'est vraiment chouette. Je vous conseille de le regarder. Alors, pas pour les plus jeunes, parce que ça va parler de violences sexuelles, d'inceste, de décapitation, d'éventration, tout ce que vous voulez. Mais donc c'est quand même, on est sur de la dark fantasy, on est sur un monde qui est très hostile, des gens qui ont une moralité très douteuse. Et c'est assez complexe aussi au niveau des complots politiques. On se demande toujours qui c'est qui va. À un moment, quelqu'un est pressenti pour devenir le roi et paf, il se passe des choses. Mais j'ai une très grande affection pour cette série, donc c'est reparti pour moi, pour le Trône de Fer. Je vais m'arrêter là, parce que c'est déjà très long et j'arrive pas à faire court. Si vous le souhaitez, je vais vous mettre toute cette liste de questions en liste dans la barre d'informations si vous souhaitez me dire un petit peu les nouveaux crushs, etc., ce qui vous a intéressé. J'ai très hâte de lire aussi, de faire du contenu sur des livres auto-édités. Céline par exemple, ou Fanny. Et je vous souhaite une très bonne journée, profitez du beau temps. Nous, ça y est, l'été est arrivé. J'ai mouru de chaud toute la journée. Passez une très bonne journée, lisez tout plein, rêvez tout grand, à bientôt. Salut!